À contre-courant avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Et notre invité ce matin est professeur émérite des universités, fondateur de l'Université populaire du judaïsme, également fondateur de la Revue européenne d'études juives Pardes. Il est philosophe et sociologue. Il s'agit de Shmuel Trigano. Shmuel Trigano, bonjour. Bonjour Shmuel. Vous nous entendez ? Très bien. Voilà, on retrouve votre voix. Alors on resitue Shmuel Trigano, c'est bien sûr l'un des penseurs juifs les plus importants, on peut dire maintenant des 40 dernières années, puisque ça fait déjà un moment que publie des analyses, des livres extrêmement puissants. Shmuel Trigano, franco-israélien, donc il se trouve en ce moment même en Israël, et ça va être important dans la suite de cette conversation. Et comme on ne vous a pas eu depuis le 7 octobre sur cette antenne, on va quand même revenir sur le principal bien sûr, événement au sens fort du terme, avec ce pogrom, cette forme de Shoah qui s'est déroulée le 7 octobre. Shmuel Trigano, qu'est-ce qu'on a perdu véritablement chez les Juifs et sur Israël après ce pogrom? C'est la dignité humaine, c'est la dignité de l'État d'Israël? C'est le schéma humain de notre condition juive. Parce qu'en fait, on retrouve en quelque sorte l'impact de la Shoah. Mais cet impact s'est fait sentir dans l'endroit où il ne devait jamais se faire sentir. Et c'est là la stupéfaction, parce qu'en fait, Israël s'est réorganisé en espérant redevenir normal, admis dans le concert des nations. Mais ce que les Israéliens ont découvert avec stupéfaction, c'est qu'il n'en était rien aux yeux de leurs relations les plus proches, celles avec leurs ennemis. Et donc, cette mise en question de notre humanité, rendez-vous compte, ces corps coupés en morceaux, des scènes terrifiantes, inimaginables. On pensait les avoir complètement oubliés depuis la Shoah. Je dois dire que pour quelqu'un comme moi qui est originaire d'Algérie, le FLN avait commis des tragédies de ce type-là. À votre place hier, Mouna Isdine, la journaliste marocaine Mouna Isdine, nous disait que atteindre les femmes, des femmes ont été violées, atteindre les femmes, pour les musulmans, c'est atteindre l'honneur d'une famille. Vous êtes d'accord avec cela ? Oui, je suis d'accord. En fait, cela revient à dire que derrière tous ces actes, il y a malgré tout un héritage du passé, un héritage islamique du passé. Ce n'est pas pour rien que, en fait, aux yeux des islamistes, les juifs ne sont pas des hommes et des femmes. On peut en disposer à loisir, on peut les découper en morceaux, on peut les violer, on peut les fendre le ventre d'une femme enceinte, etc. C'est l'idée d'une toute-puissance absolue. Si vous voulez, il y a là quand même un héritage de l'islam auquel il faudrait se confronter et auquel personne ne veut se confronter. Et notamment en France, on cherche toutes sortes d'esquives pour effacer cette dimension-là. Mais si on ne met pas le monde musulman face à ses responsabilités, à son histoire, à ceux qui le trahissent même, comment sortirons-nous de cette impasse-là? Donc, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est notre commune humanité qui a été atteinte. Et je comprends que le projet de l'État d'Israël soit d'éradiquer complètement le Hamas. Oui. C'est une façon de rester humain pour les Juifs. De rester humain. C'est-à-dire, c'est-à-dire de réagir, de ne pas accepter ce verdict sur leurs conditions humaines. Et ça, c'est un choc dont on n'a pas fini de parler, mais qui remet en question aussi l'idée que l'État d'Israël est un État normal. On sait que le sionisme politique a voulu normaliser la condition juive. Aux yeux de nos ennemis les plus proches, nous ne sommes pas normaux, nous ne sommes pas des hommes. Et c'est ça, des humains. Et c'est ça qui me semble être la question la plus forte qui a été posée. Absolument. Shmuel Trigano, vous avez vous-même prononcé ces phrases. Je vais peut-être les traduire et vous allez me corriger. Vous dites ce sont en quelque sorte les valeurs islamiques qui portent en elles cette détestation
d'une forme d'humanité, notamment des Juifs. Vous diriez ça comme ça? Est-ce que c'est pas une question taboue? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va vous reprocher si vous dites que finalement, foncièrement, les valeurs islamiques sont finalement, si l'on peut résumer ainsi, anti-juives, anti-humaines? Je n'irai pas à une catégorisation aussi abstraite. Il y a une histoire. Et dans cette histoire, il y a des faits récurrents. Donc, ce qui s'est passé, moi qui ai vécu la fin de l'Algérie française, ça a ravivé en moi des souvenirs de massacres que nous avons connus en Algérie. Et donc, en fait, il y a là une continuité historique qui est peut-être une continuité dans laquelle l'islam dérape, mais dont les musulmans doivent assumer la responsabilité pour la combattre et pour se libérer de cette dimension-là. Donc, en fait, il y a carrément un problème de l'inscription de l'islam dans l'État moderne, dans la modernité politique. Personne ne se confronte à ce défi, sauf quelques intellectuels courageux. Oui. Oui. Mais... vous diriez pas, Shmuel Trigano, comme a pu déclarer le président maintenant du parti Reconquête, qui a été un journaliste, un analyste, qui déclarait hier, Éric Zemmour en l'occurrence, vous parlez d'islamisme, mais en fait, il faut parler d'islam. Vous faites, vous, ce trait d'égalité? L'islamisme, c'est un phénomène qui naît dans l'islam. Et donc, il n'y a pas à chercher d'autres explications. On peut imaginer un islam transcendantal qui n'aurait aucun rapport avec la réalité concrète. Mais ça, c'est un problème de l'économie spirituelle du monde musulman lui-même. Parce que, comme l'ont remarqué aussi des analystes musulmans eux-mêmes, en Algérie, par exemple, le fils s'est comporté de la même façon envers certains musulmans, envers des cadres musulmans. Donc, en fait, c'est une dimension qui est sui generis à laquelle il faut se confronter. Et personne ne le fait. Personne ne le fait, et notamment en France. L'imam de Drancy, l'imam Hassen Chalgoumi, nous disait à Michel et à moi à contre-courant il y a plus d'une semaine, il nous disait que les musulmans de France modérés étaient nombreux, mais que il ne s'exprimait pas. Comment vous l'expliquez? Comment expliquez-vous que des musulmans qui rejettent cet islamisme, cette violence et cette agression et ce massacre ne le disent pas? En tout cas, très peu. Très peu. Il y a une terreur qui est exercée dans cet univers-là, justement, qui est un univers qui recherche une sorte de perfection sacrificielle de la croyance musulmane. Et donc, regardez par exemple, prenons un cas, les cas les plus courants. Vous avez signalé il y a un instant un attentat dans les territoires près de Jérusalem. En fait, est-ce que vous savez que qu'à chaque attentat, on distribue des gâteaux et des bonbons, on fait des feux d'artifice dans les villes palestiniennes? Il y a quand même là quelque chose de tout à fait stupéfiant. Alors évidemment, l'attentat, c'est un acte de foi religieux. C'est pas un attentat nationaliste, pas du tout. C'est un acte religieux dans lequel le shahid, le martyr, tue un juif en espérant lui-même être tué pour gagner le paradis. C'est quand même quelque chose d'évident. Dans les écoles de l'UNRWA, tout le monde a vu ça, tout le monde, mais qui en parle. Donc en fait, ça pose des questions aussi sur la responsabilité de la société palestinienne qui accueille des phénomènes de ce type-là. Et regardez, on a parlé récemment des écoles de l'UNRWA. L'enseignement dans ces écoles est un enseignement raciste, anti-juif. C'est clairement montré. Donc les enfants, dès leur plus jeune âge, sont soumis à ce matraquage idéologique. Et donc il y a quand même
c'est pas par hasard que ça se produit. Ça se répète d'année en année. Et la première vague d'attentats dans le pseudo-âge d'Oslo, c'était 1500 tués israéliens parce qu'Arafat avait trahi son engagement dans les accords d'Oslo. Donc, dès qu'il a pu perpétrer cette vague d'attentats, elle s'est produite. Donc, en fait, si vous voulez, il y a une longue histoire. Et cette longue histoire n'est pas totalement erratique. Elle porte en elle les germes de ces développements. Et je crois que pour leur survie mentale et théologique, les musulmans devraient se confronter à cette dimension-là, à moins qu'ils ne l'acceptent comme étant normative. Et là, c'est un autre problème, un problème pour l'Occident. Un problème, vous le dites, Shmuel-Trigano, pour l'Occident, et vous avez écrit d'ailleurs des lignes importantes sur le fond, sur la façon dont les Juifs sont vus, les Juifs israéliens, hein, on va pas se cacher derrière les doigts. La compassion, dites-vous, pour le Juif ne dure qu'un instant, et vous avez fait un développement sur les Juifs et les bébés. On reprend juste la phrase du président de la République: les Israéliens tuent des enfants, des bébés, des femmes innocentes, victimes de l'armée israélienne. Alors vous dites que ça nous ramène à l'idée que le juif en treillis est détesté, seul le juif en pyjama rayé est accepté aujourd'hui encore en France? Oui, il y a la légitimité qu'on reconnaît à l'existence d'Israël est une légitimité victimaire. Dès le moment où Israël sort des haillons de la victime, il est nécessairement condamné, il perd sa légitimité. Donc, on est prêt à pleurer sur les victimes des bombardements de Gaza en Israël, mais pas à la réaction, à la légitime défense de l'armée israélienne. C'est un phénomène systématique et je ne vous donnerai pas un scoop, oui, mais ça fait des années qu'on a vu ça. Parce que je voudrais dire quelque chose. J'avais créé avec des amis l'Observatoire du monde juif et la revue Controverse. Elles sont tout est sur Internet, vous pouvez y accéder. Mais tout a été déjà pensé, car tout est arrivé. Si vous voulez. C'est important ce que vous dites juste d'un point de vue pratique, parce que on fait ici de la radio aussi pour informer nos auditeurs et informer les autres aussi qui ont des préjugés et des stéréotypes très forts sur la situation historique. Dans l'Observatoire du monde juif, rappelons que vous aviez comptabilisé tous ces actes antisémites dont certains feignent de découvrir aujourd'hui en 2023, depuis le 7 octobre, mais le phénomène spectaculaire a commencé depuis plus de 20 ans. Oui, 500 actes antisémites au début des années 2000, sur lesquels le gouvernement Jospin avait fait peser un blackout total, j'ajoute, pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Pour ne pas jeter de l'huile sur le feu, c'est ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur Vaillant. Et donc, durant cette période, nous avions publié, avec l'aide d'amis très, très proches, la liste qui était tenue par la communauté juive, en fait, et à laquelle le gouvernement avait demandé de ne pas la publier. Or, dans ces années-là, nous avions organisé un colloque sur le crime rituel, c'est-à-dire un thème antisémitique classique d'Occident, mais qui s'était manifesté également dans le monde de l'Orient, qui montre que les Juifs, chaque année pour Pessah, sacrifient un enfant chrétien pour fabriquer avec son sang les galettes azim. C'est-à-dire qu'en fait, la quintessence de ce mythe nous dit que les Juifs tuent des enfants. Et cette quintessence-là, nous l'avons étudiée il y a 20 ans. C'est terrifiant. J'ajouterai un regret. La communauté juive officielle ne nous a jamais relayés dans tout le travail que nous avions fait. Et ça aurait peut-être changé le cadre de la situation contemporaine si cela avait été fait. En tout cas, oui. Vous nous le dites donc ce matin. Shmuel Trigano, sur les conséquences, et depuis que
Tsahal est entré dans Gaza, de nombreuses voix s'élèvent contre ces opérations de défense, alors qu'au lendemain du massacre, on se souvient des paroles de Joe Biden, Israël a le droit et le devoir de se défendre, mais pourtant, plusieurs jours après l'entrée de Tsahal, on critique Tsahal, on critique les Israéliens. Il y a comme une inversion de l'agresseur agressé, l'agressé qui devient agresseur. Comment on explique que pour Israël, et on a le sentiment que c'est un traitement spécial pour cette armée dans le monde, qu'on lui reproche finalement de pouvoir se défendre? Alors, il y a toute une histoire derrière ça avec le concept de proportionnalité. Au Conseil de sécurité, on a inventé quelque chose de nouveau. Il faut que la légitime défense soit proportionnelle à l'attaque. Mais personne, en fait, n'a véritablement le critère de cette proportion. En tout cas, on n'en parle que pour les Juifs et que pour Israël. Ça, c'est clair. C'est un traitement discriminatoire qui pèse sur cette dimension-là. Mais j'irai peut-être plus loin de façon peut-être plus tordue, plus dialectique. C'est parce que l'armée israélienne attache une grande importance au cadre juridique de ses actions, que tout le monde lui en veut, parce qu'en fait, personne d'autre n'en tient compte. Il faut bien se rendre compte, et il faut pénétrer dans les modes de procédure de l'armée israélienne. Il y a toujours un attaché militaire spécialiste du droit international qui donne l'autorisation d'une action ou pas. Israël a tracé ici de façon incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que tout ce qui est envoyé à Gaza pour la continuité, littéralement, c'est Israël qui nourrit son ennemi. C'est quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs sur ce plan-là, mais Israël le fait. De même qu'Israël a une procédure de mise en garde des populations civiles pour qu'elles échappent à une attaque. Donc en fait, ces grands moralistes veulent la paralysie d'Israël, la paralysie militaire d'Israël, et le fait que faire intervenir un cessez-le-feu trop tôt met en échec ce qui a été accompli jusqu'à ce printemps-là, jusqu'à ce moment-là. Shmuel Trigano, vous êtes sur Radio J aujourd'hui dans le cadre de l'émission À contre-courant, et justement on va un peu interpeller votre nationalité française, puisque vous êtes aussi français et israélien. Disons un mot vous avez écrit des lignes d'ailleurs sur la politique française intérieure, celle extérieure d'ailleurs, avec celle du président Macron. J'ai envie de vous poser la question toute simple. Est-ce que la politique française en général est guidée par la peur extérieure et la peur aussi intérieure? La peur ou l'inquiétude vis-à-vis d'un parler franc et direct, parce que en fait tout contribue à noyer le poisson dans les débats de la politique française. Et je dois avouer que ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours me conduit à la conclusion qu'il n'y a rien à attendre d'un gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Sur ce plan-là. S'il a refusé de participer à la manifestation contre l'antisémitisme, beaucoup d'observateurs estiment en fait qu'il a eu peur d'être catalogué dans ceux qui marchent pour le soutien de l'État d'Israël. C'est ce qu'on entend parfois dans des analyses. C'est en ce sens que je posais ma question sur la peur des politiques et notamment du président de la République. C'est possible, c'est possible. C'est le cas d'ailleurs de tous les pays occidentaux. Et donc mais si vous voulez, j'ai un autre exemple plus intéressant parce que j'ai appris que l'Élysée avait réuni les représentants des cultes en France. Oui. Or, pour un pseudo-dialogue interreligieux. Or, cette politique qui avait été tentée dès le départ par la gauche quand elle était au pouvoir, en fait, avec Marseille Espérance, Roubaix Espérance, tout un ensemble de manifestations où il s'agissait de convoquer les autres cultes pour, en quelque sorte, socialiser l'islam. Eh bien, il a refait la même chose.
Et là, je vois qu'il n'y a aucune volonté de faire face à la crise antisémite. Il n'y a rien à attendre de ce point de vue-là, mais même, j'ai appris quelque chose que j'ignorais. Quand le rabbin Moshe Lewin a démissionné Oui. d'une commission avec le SFCM, j'ai appris qu'il y avait une commission qui s'intitule Commission d'adaptation du discours de l'islam en France. Oui, cette commission dont est sorti le rabbin Levin. Et là, je crois rêver. C'est une farce. La commission d'adaptation. Et que font les Juifs dans cette commission? C'est plutôt la responsabilité des musulmans eux-mêmes. En quoi les Juifs sont-ils convoqués pour aider à cette manifestation alors qu'ils sont l'objet presque essentiellement d'agressions islamistes? Absolument étonnant. Shmuel, juste une question, parce qu'il y a d'autres personnalités de la communauté juive, et non des moindres, comme Serge Klarsfeld, ont jugé tout à fait normal, acceptable et même souhaitable que le Rassemblement national participa à la manifestation contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est votre opinion? C'est mon opinion. Le Rassemblement national est un parti installé au Parlement. Alors, où on joue la comédie ou pas? Pourquoi est-il au Parlement s'il est à ce point-là dangereux? Et s'il est dangereux tout en étant au Parlement, alors la situation est gravissime. Mais si vous voulez, il y a quand même un fait réel, c'est que c'est un parti inscrit dans la vie parlementaire qui a bénéficié d'un vote qui le porte au pouvoir. Sur le plan de la logique démocratique, je ne vois rien à dire sur ce plan-là. Maintenant, ceux qui font de la démocratie une transcendance quasi religieuse, etc., c'est un autre problème à ce niveau-là. Ils peuvent estimer que le discours du Front National n'est pas démocratique, mais en tout cas, ils doivent reconnaître que sur le plan de la procédure parlementaire, c'est un parti... Mais ça veut dire que vous dites que c'était bien et intéressant qu'il soit là, le Rassemblement national? Ben, je crois que c'était l'évidence même pour être un parti important au Parlement, et c'est même important pour la question qui est soulevée ici. Mais qu'est-ce que voudrait dire le fait de l'interdire? À quoi ça contraindrait? Vers quoi irait-on? Si on peut décréter que des partis élus démocratiquement ne sont pas démocratiques à ce moment-là, vous savez, c'est un problème qu'on a rencontré en Israël ces derniers mois. Très rapidement, oui. Très rapidement. L'ultra-gauche pense à l'essence démocratique, mais pas à l'institution et la procédure démocratique. Merci. Or, la démocratie, c'est d'abord une procédure fondée sur l'élection. Merci Shmuel Trigano, et à bientôt.